Les incendies. Une des manifestations les plus spectaculaires et les plus dangereuses de la nature. Véritables murs de flammes, ils consument tout sur leur passage. Ils peuvent ravager d'immenses espaces, ou aussi brûler sous terre pendant des centaines d'années. Ce sont de véritables caprices de la nature. Le feu est un des plus anciens amis de l'homme, mais aussi l'un de ses ennemis les plus mortels. 3 éléments suffisent à le faire démarrer: l'oxygène, un combustible et une étincelle. En décembre 2002, au sud-est de l'Australie, ces éléments sont réunis et déclenchent un incendie aux conséquences catastrophiques. Les flammes de 79 foyers principaux ont dévasté la Nouvelle-Galles du Sud et atteint les limites des zones urbaines. C'était une vision d'enfer. Plus de 4500 pompiers ont combattu l'incendie avec l'aide de l'aviation. Mais les flammes continuaient de progresser, traversant les routes pour se diriger vers Sydney, la plus grande ville de l'Australie. De nombreuses personnes ont été évacuées vers des zones sécurisées à proximité de barrières naturelles, comme les rivières. Dans les banlieues résidentielles, les habitants utilisaient les tuyaux d'arrosage de leurs jardins pour lutter contre les flammes. Les jardins des maisons se transformaient en véritables champs de bataille. Dans certaines banlieues, les hélicoptères venaient à la rescousse. Dans d'autres, l'eau des piscines était pompée pour essayer de contenir le feu. C'est le pire incendie que cette région ait connu depuis 30 ans. Deux personnes furent tuées et 19 maisons réduites en cendres. Le ciel de Sydney, d'un rose pâle si particulier, était envahi d'impressionnants nuages de cendres. Mais le pire restait à venir. Non loin, au sud-ouest, un incendie encore plus monstrueux éclatait. En un seul jour, cette tornade de feu a dégagé autant de chaleur que 23 bombes d'une force équivalente à celle d'Hiroshima. Pourquoi des incendies d'une telle ampleur se produisent-ils? Les conditions climatiques expliquent ce phénomène. À la fin de l'année 2002, 90% des terres australiennes ont été touchées par une importante sécheresse. Des zones semi-arides ont commencé à apparaître et les arbres se sont transformés en mèches d'amadou. Avant même que le feu ne se déclare, les conditions climatiques extrêmes avaient rendu le terrain propice aux incendies. En outre, il faisait particulièrement chaud. Le thermomètre atteignait chaque jour 40 degrés Celsius. Plus il fait chaud, plus un feu prend rapidement. Les incendies deviennent alors inévitables. De plus, lorsque des vents forts viennent s'ajouter, le résultat est dramatique.
Dans ce tunnel à vent, les scientifiques étudient les conséquences des sautes de vent sur l'évolution des incendies. Sans vent, il faut 20 minutes aux flammes pour brûler l'intégralité de ce paillasson recouvert de combustible. Mais si vous ajoutez une brise, riche en oxygène, les flammes recouvrent tout en 1 minute. Et voici la mauvaise nouvelle. En multipliant la vitesse du vent par 2, le feu ne progresse pas 2 fois, mais 4 fois plus vite. Lorsqu'un vent violent souffle, la chaleur, au lieu de s'élever, reste au ras du sol et progresse donc horizontalement. Un incendie attisé par un vent fort se comportera comme un chalumeau, préchauffant l'étendue de terre devant lui. Ces régions peuvent s'embraser à tout moment lorsque la température devient trop élevée. En Australie, par exemple, l'essence d'arbre la plus répandue est l'eucalyptus. Sa sève, comme de l'huile, est très inflammable. Le vent charrie aussi des armes mortelles, des morceaux incandescents appelés brandons. Sur une distance de plus de 30 km, ces brandons peuvent propager un incendie. Ceux-ci peuvent progresser sur n'importe quel type de terrain. Ils peuvent se développer lentement sur un lit de feuilles ou parmi d'autres débris jonchant le sol. Des feux comme celui-ci peuvent couver pendant des jours et se déclencher tout d'un coup. Certains incendies progressent à grande vitesse. Ils se propagent rapidement sur les terrains broussailleux, dont l'Australie est principalement constituée. Ce cocktail incendiaire a provoqué l'un des pires incendies que le sud-est de l'Australie ait jamais connu. La fumée recouvre toute la région. Autour de Canberra, tout ce qui apparaît en rouge a été brûlé, soit environ 70% des terres de la région. Mais comment démarre un incendie? Il existe différentes causes, plus étonnantes les unes que les autres. La lave volcanique peut parcourir de longues distances en brûlant sur son passage les broussailles et les arbustes. Mais le plus souvent, l'homme est le principal coupable. Un simple mégot de cigarette jeté par la vitre d'une voiture peut déclencher un incendie, ou une étincelle provoquée par le passage d'un train, ou encore une particule incandescente provenant des lignes électriques. Dans certaines parties du monde, allumer un feu peut être une nécessité absolue. Les gens ont besoin de cuisiner, de se chauffer ou de s'éclairer une fois la nuit tombée. Lors d'un camping sauvage, un simple feu de camp mal éteint peut provoquer un grand désastre. Les braises peuvent couver pendant des heures. Avec un peu de vent, tout peut dégénérer. Il existe une autre cause d'incendie provoquée par l'homme. Ce sont les incendies volontaires, des actes criminels. Les incendies ravagent d'immenses étendues à travers le monde. Voici les plus grandes zones couvertes par des forêts ou des savanes. Les taches rouges et jaunes sont des incendies photographiés par satellite au cours d'une année. L'incendie qui a dévasté les grandes forêts de Russie et de Mongolie compte parmi les plus grands. Mais ces régions sont tellement reculées que vous n'en avez certainement jamais entendu parler. En Afrique, les incendies peuvent survenir n'importe où au sud du Sahara.
Mais malgré les destructions qu'ils provoquent, ils font partie d'un processus naturel. En incendiant régulièrement certaines terres, on crée une zone propice à une nouvelle végétation. Les plantes et les animaux dépendent de ces incendies. Mais les habitants de certains pays à risque, comme les États-Unis, ne sont pas favorables au déclenchement des feux. À travers tout le pays, de plus en plus d'habitations sont construites en pleine forêt. Il est difficile de trouver plus bel endroit que la vallée de Bitterroot dans le Montana. La population de cette région est en pleine expansion. Un grave incendie sur ce site menacerait des milliers de personnes. C'est exactement ce qui s'est produit au cours de l'été 2000. Ce fut l'un des plus grands incendies qu'ait connu l'Amérique. Une zone à peu près aussi grande que Londres est partie en fumée. « 70 habitations et environ une centaine de véhicules ont été carbonisés. Plus de 1500 personnes ont dû être évacuées. Il y avait pourtant eu de nombreux signes d'alarme les mois précédents. Une grande sécheresse et des températures anormalement élevées avaient frappé la région. Puis, au mois de juin, de violents orages secs ont éclaté. Ce type d'orage amène très peu de pluie, mais produit beaucoup d'éclairs. Ces éclairs peuvent être 5 fois plus chauds que la surface du Soleil. Une centaine d'éclairs environ par seconde touchaient la Terre. Ils sont la principale cause des départs d'incendie. Durant 4 semaines, les pompiers ont réussi à contrôler tous les départs d'incendie à Bitterroot. Des équipes avec des engins tout-terrain se précipitaient sur tous les départs de feu proches des routes. Ces véhicules tout-terrain peuvent transporter plus de 3000 litres d'eau. Un feu doit commencer par assécher l'atmosphère avant de pouvoir brûler quoi que ce soit. Donc, si vous pulvérisez suffisamment d'eau au-dessus d'un feu, les flammes mourront. En creusant des tranchées appelées pare-feu ou coupe-feu, on peut empêcher la propagation d'un incendie. En consumant les feuilles et les brindilles du sol, les flammes s'éteindront, faute de carburant. Il existe une autre manière de créer un coupe-feu lorsqu'on a affaire à un incendie. On peut utiliser un bulldozer pour creuser une large tranchée de terre. Ou on peut adopter une méthode plus explosive. On pulvérise littéralement la forêt. Il ne reste alors plus rien à brûler. Mais que faire face aux incendies de Bitterroot qui ont démarré dans des zones très reculées comme celle-ci? C'est l'élite des pompiers qui s'est attaquée à tous les départs de feu avant qu'ils ne se transforment en un gigantesque brasier. Au sein de ces troupes de choc, une centaine d'hommes comptent parmi ceux qui ont combattu en 2000 les incendies de Bitterroot. Chaque mission est planifiée avec une précision militaire, avec un briefing très complet sur la géographie du site, les conditions météorologiques et les directions possibles du vent. Lorsque ces pompiers partent sur le terrain, ils enfilent une combinaison matelassée. Ils endossent ensuite l'élément le plus important de leur pactage, le parachute. Car ces soldats seront parachutés sur leur lieu d'action. On appelle smoke jumpers ceux qui sautent dans la fumée des incendies. Ils sont largués dans les endroits les plus reculés quelques minutes seulement après que les départs de feu aient été signalés. Toutes ces protections peuvent leur sauver la vie. Sauter au milieu des arbres sans ces protections serait synonyme de suicide.
Avant que les hommes ne sautent, des banderoles sont jetées de l'avion pour voir la vitesse et la direction du vent. On n'a aucune envie de se retrouver au beau milieu des flammes. Les smoke jumpers font partie des parachutistes les plus habiles au monde. Les sauts sont effectués à environ 1000 mètres. Vous avez très peu de temps pour calculer votre approche. Les atterrissages peuvent être brutaux. En effet, l'équipement transporté représente environ la moitié du poids d'un homme. Vous pouvez aussi être tributaire d'une saute de vent, comme pour ce parachutiste. Heureusement, ces smoke jumpers sont munis de couteaux pour pouvoir couper les courroies des parachutes. Ce sont aussi d'excellents grimpeurs. En quelques minutes, cet homme sera au sol, prêt à combattre le feu. Lorsqu'ils atteignent un foyer, ces soldats creusent généralement une ligne coupe-feu pour éviter la propagation de l'incendie. Quelquefois, ils allument des contre-feux le long de la ligne déjà dégagée pour créer une barrière supplémentaire. Le but est de brûler tout le combustible devant le foyer en progression, ce qui permet de le circonscrire en attendant les renforts terrestres. Pendant leur lutte contre les incendies de Bitterroot, les smoke jumpers et les autres pompiers attendaient l'aide de l'aviation. Spécialement conçus pour ce travail, les Canadair lâchent au-dessus de la forêt de l'eau mélangée à de la mousse ou à des produits chimiques qui retardent la progression des flammes. Une teinture rose est ajoutée à l'eau pour permettre aux pilotes de voir où ils lâchent leur cargaison. Les plus grands Canadair peuvent transporter jusqu'à 13 000 litres d'eau. Mais aucune de ces techniques n'a permis de stopper ce qui s'est produit dans la vallée de Bitterroot. À la fin du mois de juillet, un violent orage s'abat sur la région et déclenche 78 nouveaux départs de feu en une nuit. Certains sont des feux de crête, le cauchemar de tout pompier. Dans les forêts denses, les flammes se propagent du sommet d'un arbre à un autre, créant ainsi un mur de feu. Les feux de crête démarrent lorsque les broussailles et les bosquets de petits arbres forment une échelle permettant aux flammes de grimper. Les flammes atteignent rapidement la canopée des plus grands arbres. Les ravages commencent alors. Si le vent se lève et que les arbres sont proches les uns des autres, les flammes se mettent à bondir du sommet d'un arbre à un autre. Imaginez que ces perches de métal recouvertes de copeaux de bois soient les arbres d'une forêt. Craquez une allumette et quelques secondes plus tard, vous verrez comment les flammes se propagent d'un arbre artificiel à un autre. Mais pour pouvoir comprendre les feux de crête, il faut étudier le phénomène grandeur nature. Pour cela, une forêt a été découpée en carrés. Les scientifiques ont posé des appareils d'enregistrement résistants aux températures élevées. Puis, ils déclenchent une série d'incendies. Voilà à quoi ressemble un feu de crête en pleine action. Les tests montrent qu'un feu de crête dégage une température bien plus élevée que ce qu'on imaginait. Ils atteignent des températures de plus de 1000 degrés Celsius. Voici ce qui se produit quand l'incendie approche une maison de bois. Mieux vaudrait ne pas être chez soi lorsqu'un feu de crête se déclenche.
Les feux de crête carbonisent les arbres en quelques secondes, créant souvent d'épaisses colonnes de fumée. L'air chaud permet aux fines particules de s'élever dans les airs. De tels incendies dégagent une grande quantité de dioxyde de carbone. De nombreux scientifiques pensent que ce gaz joue un rôle clé dans le déroulement de l'incendie. Ces gaz formeraient une couche dans l'atmosphère, empêchant le refroidissement de la planète. De ce fait, le climat de la Terre deviendrait de plus en plus chaud. Les colonnes de fumée sont aspirées par les colonnes d'air froid qui se trouvent au niveau du sol. Ces déplacements peuvent générer des vents violents. C'est de cette manière que les foyers de Bitterroot se sont propagés, en déclenchant eux-mêmes leur propre mini-tornade. Mais un élément purement humain fait aussi partie de ce cocktail détonnant. Des forêts aussi denses sont peu répandues aux États-Unis. Ces incendies ont détruit sans aucun problème des plantations clairsemées de jeunes arbres. Il y a environ 200 ans, les forêts étaient clairsemées et essentiellement composées d'énormes pins ponderosa, dont l'écorce résiste au feu. Mais au début du XXe siècle, on préconisait d'éteindre tous les feux. Les forêts ont alors été asphyxiées par des millions de petits arbres et de broussailles. C'est la raison pour laquelle les incendies sont de nos jours beaucoup plus graves qu'auparavant. Celui de Bitterroot le fut particulièrement. Le 6 août est devenu le dimanche noir. Ce jour-là, les incendies des deux côtés de la vallée ont remonté le long de cette route jusqu'au sud de la ville de Darby. Ce pompier expérimenté n'avait jamais vu ça. Là où nous avions affaire à 5 ou 6 feux différents, tout à coup nous avions affaire à un énorme incendie. Les flammes faisaient un bruit semblable à celui de dizaines d'avions à réaction se mettant en route en même temps. Les braises, les brandons étaient projetés sur nos visages. La visibilité était extrêmement réduite. Par moments, on pouvait à peine respirer. Les incendies de Bitterroot en 2000 ont atteint leur apogée avec ce gigantesque ouragan de feu. Des dizaines d'habitations ont été carbonisées. Par moments, le vent généré par les flammes était si violent qu'il créait des tourbillons incendiaires. Vous pouvez observer ici des tourbillons de flammes et des braises enflammées. Ce phénomène dure environ 1 à 2 minutes. Le diamètre du tourbillon le plus important faisait plus de 150 mètres. En regardant à nouveau, on peut voir à quelle vitesse l'élévation de l'air chaud et des gaz entraîne un mouvement tournoyant des flammes, un peu comme dans une tornade. Ces énormes feux tourbillonnants peuvent avoir la puissance d'un ouragan. En 2000, la zone de sécheresse représentée par les taches rouges sur cette carte était susceptible de disparaître en fumée. À la mi-août, tous les pompiers expérimentés du pays étaient déjà engagés dans la lutte. À Bitterroot, l'armée fut alors appelée en renfort. Mais tous les moyens avaient déjà été déployés autour de ce gigantesque incendie. Les soldats du feu ne pouvaient pas sauver toutes les habitations. Mais comment choisir celles qui devaient l'être? Des choix cruels ont été faits vis-à-vis de certaines propriétés. L'une de celles-ci appartenait à ce couple. Un ranch d'élevage d'une superficie de 100 hectares.
Lorsque les flammes ont redoublé, les pompiers ont eu ordre de se retirer. Cela me replonge dans mes souvenirs et j'ai encore du mal à en parler. Des flammes gigantesques, dépassant parfois de plus de 45 mètres le sommet des arbres. Des vents de plus de 60 km/h soufflaient en direction de ces arbres et ils se sont embrasés. Nous étions ici à essayer de lutter contre le feu et des branches enflammées volaient jusqu'à nous. Lorsque les flammes ont commencé à ravager leur terrain, le couple a été évacué. La situation semblait désespérée. 3 jours plus tard, quand le couple a été autorisé à rentrer chez lui, il est resté abasourdi. L'incendie avait changé sa course et épargné la maison. Le bétail avait lui aussi réussi à échapper aux flammes. Mais les séquelles sont encore visibles aujourd'hui. Cette zone était couverte d'arbres. Aujourd'hui, elle est parsemée de souches carbonisées. D'autres, à Bitterroot, n'ont pas eu cette chance. Les tourbillons de feu étaient tels que les maisons s'enflammaient avant même que les flammes ne les atteignent. Observez cette maison sur la droite de l'écran et vous allez comprendre. Lorsque les flammes approchent, la température de l'air avoisine 230 degrés Celsius. C'est suffisamment élevé pour permettre au bois de s'enflammer. Les habitations se sont embrasées alors que les flammes étaient encore à plusieurs mètres de distance. Parfois, les tourbillons de flammes passaient si rapidement à travers des habitations qu'elles n'avaient pas le temps de s'embraser. Les brandons projetés contre les murs et les toits représentaient un danger encore plus grand. Comment ces habitations ont-elles pu échapper aux flammes? C'est en les recouvrant de mousse spéciale avant que les flammes ne les atteignent que certaines d'entre elles ont pu être sauvées. Cette mousse, identique à de la mousse à raser, détrempe le bois. Elle imprègne d'humidité. Cela forme également une barrière qui empêche l'oxygène de pénétrer. Mais d'autres propriétaires ont pris des précautions d'un autre type. Comme ceci. Voici une pelouse bien entretenue, sans mauvaises herbes, sans feuilles mortes et sans épines de pin. Le feu n'a aucun moyen de se propager le long de ce gazon. Les arbres ont été élagués. Les branches les plus basses ont été coupées afin d'éviter que les flammes ne puissent remonter le long des troncs jusqu'à la cime. Il y a un mur de pierre tout autour de la maison afin de stopper les brandons et les débris enflammés poussés par le vent. Si les pompiers ont besoin d'eau, il n'y a qu'à la puiser dans la rivière toute proche. Une autre personne a fait preuve d'ingéniosité pour protéger la maison de ses rêves en allant beaucoup plus loin. Larry Campbell a passé des années à construire une maison écologique édifiée sur cette parcelle de terrain. Lorsque la vallée de Bitterroot était en feu, de nombreux foyers ont commencé à cerner la maison. Je pouvais voir la fumée des incendies juste derrière cette crête. J'entendais le ronflement des flammes. Tout à coup, le feu a commencé à descendre la colline et progressait à toute vitesse. Il était temps d'agir. Alors Larry, avec quelques amis, a recouvert sa maison d'un véritable manteau de matériaux inifugés. Lorsqu'il eut terminé, sa maison ressemblait à une pomme de terre en papillote. Mais grâce à cela, elle a été épargnée des brandons incandescents qui volaient dans l'air. À la dernière minute, les pompiers sont arrivés et ont creusé une ligne de coupe-feu pour que les flammes n'approchent pas à moins de 200 mètres de la maison. Un déluge de pluie s'abat soudain et stoppe l'incendie. Cette pomme de terre en papillote n'a pas eu le temps de cuire. Une inspection des services des eaux et forêts est une des meilleures façons de s'assurer de l'efficacité des moyens de défense utilisés contre les incendies. Cette habitation est bien construite. Elle a un toit en métal à l'épreuve du feu. Une zone de coupe-feu a été créée tout autour. Les arbres les plus proches sont en contrebas dans le ravin, suffisamment éloignés des maisons.
Mais le feu peut se propager grâce aux herbes folles ou aux pâtures. Tondre la pelouse régulièrement peut sauver une maison. Un photographe célèbre a pris un instantané le jour du dimanche noir, exactement à cet endroit. Il montre l'étendue de l'incendie de Bitterroot en 2000. Par miracle, il n'y a aucun blessé. Chaque année, on déplore la mort de pompiers en mission quelque part aux États-Unis. En 1994, dans le Colorado, 14 pompiers ont trouvé la mort au cours d'un incendie ravageur. Les problèmes ont commencé lorsque des vents forts se sont levés, activant les foyers d'incendie. Alors qu'ils essayaient de s'échapper, les pompiers se sont retrouvés coincés sur les côtés du canyon, poursuivis par les flammes qui ont fini par les rattraper. Cette tragédie s'explique en laboratoire. Voici une sorte de course entre deux foyers d'incendie. L'un va brûler sur une pente de 25 degrés. Lorsque les flammes remontent la pente, elles vont 4 fois plus vite que celles qui progressent sur un terrain plat. Cela est dû au fait que le combustible sur une pente se trouve directement au-dessus des flammes. Plus la pente est raide, plus les flammes seront hautes, plus le feu avancera vite. Par ailleurs, si vous ou moi sommes obligés de courir pour escalader une forte pente, notre course ira en ralentissant de plus en plus. Des pentes escarpées, de forts vents et un départ de feu forment des combinaisons mortelles. Quelques pompiers ont survécu grâce à l'utilisation d'une pièce spécifique de leur équipement, utilisée en dernier ressort, une couverture ignifugée. Depuis les années 60, plus de 1000 pompiers ont utilisé une couverture comme celle-ci. On peut estimer qu'elles ont sauvé plus de 300 vies. Mais comme le montrent ces tests, l'homme ne peut pas survivre à un incendie s'il est en contact direct avec les flammes pendant une trop longue période. Un nouveau modèle de ces couvertures ignifugées a été fabriqué. Ces poignées en facilitent l'utilisation. Les deux épaisseurs constituent une meilleure protection contre les flammes qui glissent sur cette couverture. Des incendies d'une telle intensité peuvent gravement endommager le sol. Les pompiers doivent alors se transformer en médecins urgentistes. Sur des pentes escarpées, ils construisent des barrières en balles de paille. La chaleur intense a cuit le sol, empêchant l'eau de s'infiltrer. En cas d'orage violent, des déferlantes d'eau peuvent survenir, l'eau n'étant plus absorbée par le sol. Les racines des arbres et des plantes qui retenaient les sols ont été carbonisées, augmentant les risques de glissement de terrain. Des barrières comme celle-ci empêchent la boue, les rochers et l'eau de dévaler les pentes. L'ère de la technologie spatiale offre des moyens d'alerte très rapides. Ils sont déclenchés dès qu'un feu se déclare, même dans les zones les plus reculées. Aux États-Unis, les satellites envoient des photos infrarouges plusieurs fois par jour. Ces images montrent les points de chaleur générés par des incendies signalés par un point rouge sur la carte. Aujourd'hui, les autorités savent avec précision combien d'incendies sont en cours et lesquels menacent des zones habitées. Les incendies peuvent être si destructeurs qu'il n'existe qu'un moyen pour éviter des catastrophes. Il faut être certain que le feu n'a pas de réserve illimitée en combustible. Aux États-Unis, les mentalités ont totalement évolué.
Les pompiers passent la majorité de leur temps à éclaircir les forêts et éliminer les broussailles. Une autre méthode consiste à laisser le feu ravager une zone en sachant que personne n'est menacé. C'est une méthode controversée. En 1988, un incendie démarre dans le parc national de Yellowstone, l'un des plus grands sanctuaires de la vie sauvage aux États-Unis. Après des années de lutte contre les incendies, les autorités ont décidé de laisser faire. Mais l'arrivée soudaine de forts vents a déclenché l'un des plus grands incendies du XXe siècle. Les pompiers ont été confrontés à un incendie incontrôlable. Les politiciens en colère ont demandé pourquoi Yellowstone avait été laissé en proie aux flammes. Les autorités américaines permettent encore que certains foyers d'incendie soient livrés à eux-mêmes. Mais après l'expérience de Yellowstone, ils les choisissent avec beaucoup de précautions. Il existe un autre moyen de combattre le feu. Lorsque le temps n'est ni trop sec ni trop venteux, les hommes et les femmes qui luttent habituellement contre le feu se transforment en pyromanes. Ils utilisent alors des lance-flammes, des torches enflammées ou un pistolet spécial. Mais la méthode la plus radicale consiste à lâcher par hélicoptère des produits chimiques incendiaires au-dessus d'une zone. Ce sont des foyers sous contrôle, programmés à l'avance, qui permettent de nettoyer des zones choisies avec soin afin d'éviter une trop grande concentration des combustibles. Mais si les conditions climatiques changent brusquement, un incendie programmé peut devenir un cauchemar. C'est ce qui s'est produit au Nouveau-Mexique en 2000. Des vents violents ont transformé un incendie programmé en un foyer incontrôlable qui s'est dirigé vers la ville de Los Alamos. 200 immeubles ont été détruits et plus de 20 000 personnes ont dû être évacuées. Au centre de recherche atomique de Los Alamos, des matériaux radioactifs ont dû être entreposés dans des bunkers à l'épreuve du feu. Il existe une autre sorte d'incendie destructeur. L'État de Pennsylvanie aux États-Unis en offre un exemple des plus marquants. Un incendie souterrain fait rage, sous vos pieds. Voici la ville fantôme de Centralia. Les maisons étaient construites le long de cette rue. Cette ville ressemblait autrefois à celle d'Ashland, la ville voisine. Mais Centralia a été dévastée par un incendie qui a pris dans la mine de charbon, anciennement exploitée par la ville. L'incendie a démarré en 1962, lorsque le gouvernement local a incinéré les ordures dans un puits à charbon aux abords de la ville. Le feu a embrasé une veine à charbon à l'air libre et continue, aujourd'hui encore, de se consumer. Dans les années 80, la population de Centralia a été obligée de déménager. Voici pourquoi. Lorsque le charbon se consume, les galeries souterraines peuvent s'effondrer, éventrant les routes et rendant les maisons instables. De plus, l'incendie souterrain laisse s'échapper des gaz toxiques. Il est très dangereux de vivre dans une zone ravagée par un incendie souterrain. L'incendie de Centralia s'est propagé jusqu'aux collines environnantes par les anciennes galeries. Lorsque les inspecteurs de l'environnement et de la santé sont venus sur le site, les pierres apparentes étaient brûlantes. Les rochers ici étaient rouges vifs. Ils ont éclaté et se sont fissurés.
On ne pouvait pas rester si près. Il fallait reculer d'une dizaine de mètres tellement la chaleur était intense. Selon certains scientifiques, les feux souterrains des mines de charbon seraient une des causes principales de la pollution et du réchauffement général de la planète. Ici, en Chine, ils produisent autant de dioxyde de carbone par an que toutes les émanations provenant des automobiles aux États-Unis. Les incendies, souvent accidentels, se produisent dans les galeries, là où il y a suffisamment d'air et de combustible. Parfois, l'homme n'est même pas impliqué. Un mélange charbon-oxygène peut provoquer une réaction spontanée d'ignition. Lorsque ces foyers démarrent, ils peuvent durer des centaines d'années. Il est quasiment impossible de les éteindre. En Chine, on a utilisé de l'eau pour calmer l'incendie. On a alors retiré une croûte de terre, ce qui a permis d'extraire les charbons incandescents. Mais pourquoi cette méthode ne peut-elle pas arrêter le feu souterrain de Centralia? De retour à Centralia, aux États-Unis, il n'a pas été possible de creuser la terre ou d'extraire le charbon, car cela aurait nécessité la destruction de la moitié de la ville. Cette zone est maintenant devenue un laboratoire géant pour les scientifiques. Ceux-ci veulent mieux comprendre les mécanismes des incendies souterrains et étudier les dangereuses émanations gazeuses qui se dissolvent dans l'atmosphère. Ils prennent d'abord la température avec une sonde spéciale. En quelques secondes, la température dépasse les 250 degrés Celsius. Cet appareil mesure le niveau de dioxyde de carbone dans l'air. Selon la quantité de dioxyde, la couleur change sur l'indicateur. On constate ici que la concentration est suffisante pour être toxique. En attendant, le sol est assez chaud pour faire bouillir de l'eau et faire fondre le caoutchouc de nos chaussures. Il est temps de partir. Une vingtaine de personnes environ vivent encore à Centralia, en dépit des risques sanitaires. Jusqu'à quel point un incendie peut-il être nocif? En 1983, le tristement célèbre incendie du Mercredi des Cendres, au sud de l'Australie, a été attisé par de forts coups de vent. Il a dévasté une zone d'environ 400 000 hectares en seulement 2 jours. Ce fut l'un des plus grands incendies du XXe siècle. Plus de 70 personnes ont été tuées et des milliers d'autres se sont retrouvées sans abri. Mais certains incendies sont si violents qu'ils peuvent dévaster toute une région du globe. En 1997, les forestiers et les fermiers d'Indonésie allumèrent des foyers pour nettoyer des parties de la jungle. Mais les pluies si attendues de la mousson ne sont pas arrivées et la forêt tropicale, anormalement sèche, s'est embrasée. Tout le sud-est de l'Asie a suffoqué sous la fumée. Les hôpitaux étaient débordés. Les patients souffraient de maladies respiratoires provoquées par l'inhalation de fines particules de fumée. L'eau a été polluée et les récoltes ont été détruites par manque d'ensoleillement. Alors que l'incendie consumait tout, des espèces en voie de disparition, comme les orang-outans, périssaient en grand nombre. Ces incendies de la jungle du sud-est asiatique ont perduré pendant 2 années. Le niveau de dioxyde de carbone relâché dans l'atmosphère est monté en flèche. De grands désastres comme celui-ci laissent présager ce qui pourrait se passer demain. Selon certains scientifiques, le réchauffement de la planète impliquera des sécheresses plus intenses et des températures plus élevées dans le futur. Des conditions idéales pour les incendies. Certains experts expliquent que c'est la raison pour laquelle les flammes ont ravagé l'Europe en 2003 avec une telle intensité.
En Italie, on a dû faire appel à l'arme ultime pour lutter contre les incendies. Les hélitankers sont des hélicoptères équipés pour lutter partout dans le monde contre les incendies. Avec un schnorkel, appareil conçu comme une trompe d'éléphant, ils peuvent remplir leurs immenses réservoirs en moins d'1 minute. Ils peuvent alors se remettre en route pour éteindre un nouveau foyer. Des incendies similaires ont dévasté des régions entières en France, en Grèce et au Portugal. Cela pourrait bien avoir des répercussions sur le monde entier. Si les températures montent et que la planète se réchauffe, les incendies risquent d'être de plus en plus importants et fréquents. Ils libéreront encore plus de dioxyde de carbone. Cela engendrera un réchauffement général encore plus important. Alors nous risquons de voir encore plus d'incendies semer la destruction et faire rage, sans moyen de les contrôler.